C'est l'heure du sonneur. Bon, cette fois-ci, vous restez avec moi. Ah ben nous, on reste. Hein. Je vais faire comme si c'était de votre faute. Qu'est-ce que vous avez fait, Alexandre Langlois? Non, merci beaucoup, Alexandre Langlois. Je le disais tout à l'heure, d'être en studio avec nous. On est très contents. Et si la démocratie, c'est votre livre, Au bal masqué de la Macronie, ohé, ohé, édition Talma. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour Clémence, salut Alexandre. Salut, Régis, bonjour. Toujours avocat à la cour, toujours auteur du blog Vue du droit, auteur de ce livre aussi important, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors, on va commencer par justement cette menace russe et les pétitions. Menace russe qui a d'abord été racontée, encore une fois, par Emmanuel Macron. Vous vous rappelez de l'ogre russe? Là, il a dit en des termes un tout petit peu moins fleuris tout de même, mais lors de son arrivée au sommet européen mercredi, donc hier, à Copenhague, c'était un sommet sur le thème de la défense européenne. Il a quand même immédiatement rappelé que nous étions en confrontation avec la Russie. Écoutez-le, Emmanuel Macron. En tout cas, nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Alors, ce qui est quand même très très intéressant dans ce qu'il dit, et franchement, en fait, ça valait le coup de l'écouter. Certains me disent, mais pourquoi on l'écoute? Il dit, la Russie est une menace dans notre espace informationnel. Donc, déjà noté qu'on a un nouvel espace de défense, c'est l'espace informationnel. Donc, on a un espace aérien, un espace terrien, maritime et un espace informationnel. Et donc, on a une invasion russe sur l'espace informationnel, mais également sur l'espace aérien, évidemment, et puis la menace nucléaire qu'on n'oublie pas. Ça, c'est ce que nous dit Emmanuel Macron. Et alors, justement, ça tombe bien, parce que Nathalie Loiseau vient en renfort, ancienne ministre chargée des Affaires européennes, présidente de la commission spéciale du Parlement européen, je vous le rappelle, pour le bouclier européen de la démocratie. Eh bien, elle a signé et relayé 2 pétitions qui luttent contre la menace russe. Une contre la menace de l'espace informationnel et une contre la menace de l'espace aérien. Donc ça tombe très bien quand même. Les deux se recoupent à croire que c'est organisé. Pétition 1, le 2 septembre, elle invite sur son compte X à signer la pétition du collectif Sky Shield France. Voilà, elle le faisait en ces termes, je la cite, sauvons les civils des drones russes, fermons le ciel au-dessus de l'Ukraine. Voilà la pétition qui aujourd'hui totalise 56 162 signatures, peut-être un peu plus depuis. Et on peut y lire notamment dans la présentation de cette pétition sur change.org. La Russie, ayant échoué à conquérir l'Ukraine militairement, cherche désormais à briser moralement la société civile ukrainienne. En mettant en œuvre Sky Shield, Poutine comprendra que ce second objectif est également hors de portée, nous rapprochant ainsi d'un cessez-le-feu et à terme de la paix. Voilà, donc tout ça c'est quand même pour la paix. Pétition 2, soutenue par Nathalie Loiseau, toujours sur son compte Twitter lundi, s'intitule « Expulsons les espions et agents de propagande russes ». Alors là, attention. Cette pétition propose que tout ressortissant russe ayant des activités de propagande, d'espionnage pour le compte du Kremlin soit expulsé du territoire français dans les plus brefs délais. Cela inclut sans illimité Ksenia Fedorova, vous vous rappelez, ex-directrice de RT France, et Alexandre Orlov, ancien ambassadeur russe. Disons non aux Russes qui sabotent notre pays tout en jouissant de son confort de vie. Voilà donc les pétitions contre la menace russe et en tout cas une Nathalie Loiseau qui est bien alignée sur Emmanuel Macron. Qui veut réagir à ça en premier? Alexandre Langlois, puisque vous êtes en studio. Ah merci, puis la dernière fois la défense. Puis la dernière fois, vous n'avez pas beaucoup eu la parole, c'est vrai. Allez-y, c'est votre tour. Sur les pétitions, déjà ce qui est assez dramatique, c'est de se dire qu'on lutte contre l'espionnage russe avec des pétitions. Oui. Et il y a 2 choses dans cette pétition en fait qui n'ont rien à voir. Déjà, la première chose, c'est les acteurs de propagande. Donc c'est-à-dire que le débat public est interdit sur le côté russe. Donc je veux dire, et à côté de ça, je rappelle qu'Emmanuel Macron et tout ça avaient pleuré très fort quand France 24 avait été interdit en Russie. Mais on fait la même chose de l'autre côté. Et la deuxième chose, par contre, c'est s'il y a des espions russes, j'espère qu'ils sont expulsés. Je veux dire, là, si on est en train de faire des expulsions, qu'on les connaît et qu'on les met pas dehors,
Ça me pose problème. Du coup, pourquoi cette pétition? Ensuite, non mais voilà, parce que, et c'est vrai pour le coup, là, quand... Oui, en plus, on a tout ce qu'il faut pour expulser des espions, non? Enfin, Ah bah pourquoi faire des pétitions? il n'y a pas besoin de pétition pour les espions. L'autre, on peut faire une pétition à débat public, mais ça s'appelle de la censure, très clairement. Et le deuxième côté, si on connaît le nom des espions, qu'on les mette dehors. Et effectivement, il y a une activité d'espions russes, mais américains et chinois. Donc pourquoi que cela? Moi, je serais pour qu'on mette tous les espions et tous ceux qui font de l'ingérence souterraine, je veux à dire. part si on utilise ces espions pour s'informer nous-mêmes de ce qui se passe là-bas. Oui. Non mais voilà, mais bon du coup voilà, mais au fait le ridicule, aujourd'hui on fait une pétition, on n'est plus dans les numéros verts, c'était une spécialité, donc peut-être bientôt un numéro vert, dénoncer votre espion russe et votre agent de propagande. Ah non mais rigolez pas. Ce serait possible, ce serait possible. Mais du coup par contre sur la pétition, c'est le moyen utilisé qui me fait rire par Anatole Loiseau et ce gouvernement. Deux choses. Ils ont utilisé des pétitions sur, je ne sais plus quel site, mais pas le site de l'Assemblée nationale, des choses comme ça. Donc je rappelle qu'il y a Philippe de Villiers lui ont reproché d'avoir fait une pétition en dehors du site de l'Assemblée nationale, 1,2 million, je ne sais plus combien on est rendu aussi. Et on disait, oh là là, vous avez vu, c'est un scandale. Bon, on dit là, ils sont contents à 56 000, mais au final, donc pourquoi utiliser un moyen qui critique pour d'autres avec plus de résultats? Bon, deuxième point. Je rappelle aussi que les pétitions, il y a aussi des pétitions possibles, moi ça m'avait marqué à l'époque, par exemple, pour avoir un impact sur l'Assemblée nationale. Sur le site de l'Assemblée nationale, on donne nos données, etc., avec les risques et périls derrière de fichiers pour opposants politiques. Mais il y avait, par exemple, il y avait la pétition sur les Braves qui avait retenu la chose. Et il y avait eu, non, on ne prend pas votre pétition, on la met à la poubelle. Donc du coup, on a quelqu'un qui critique les pétitions des autres, son mouvement, quand ça arrive, qui met les pétitions à la poubelle. Donc, quel est le but ? Quel est le but de ça? À part faire de la mousse, qu'est-ce qu'on va faire? Faire de la mousse. Oui, mais voilà, mais on fait de la mousse, on souffle et on fait pas grand-chose. Non, mais en fait, on finalise. oui. Vous posez, c'est une question rhétorique, j'imagine. Oui, c'est rhétorique parce que c'est juste ridicule en fait. Ils font de la propagande, ils font exactement ce qu'ils sont en train de reprocher aux autres. Ils veulent faire de la communication sur la menace russe. Sur la menace russe pour faire peur aux gens, mettre un climat anxiogène, dire attention, c'est dangereux, ne pensez plus à vos problèmes, qu'on n'a pas de gouvernement, qu'on a plein de choses qui vont pas en France. Regardez, c'est très dangereux, mais comme on n'a rien du tout, on va pas le faire de façon institutionnelle, on va le faire de façon communication, donc propagande. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron dit on a un problème de communication informationnelle. Oui. Donc du coup, on est vraiment sur une guerre d'espace informationnel, de communication et de propagande, et on n'est plus du tout sur une guerre politique. En fait, chacun sert des intérêts particuliers, et donc Macron se sert de prétexte sur la scène internationale pour essayer de se sauver comme il peut sur la scène intérieure. Parce que je rappelle qu'il n'y a que des problèmes et que la seule chance qu'il a de s'en sortir, c'est de provoquer, de faire des diversions à l'étranger. D'ailleurs, la France, aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement, il ne se passe rien. Macron fait le tour du monde comme il sait faire. Dès qu'il ne se passe rien, il va voyager très loin et faire des déclarations intempestives à droite, à gauche, autour du monde. Oui. Alors, Régis, est-ce que vous êtes accordé avec notre ami Alexandre Langlois? Oh, je suis très accordé. Je suis très accordé avec Alexandre. Oui, effectivement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai vu l'interview du président de la République. C'est rodomontade habituelle. C'est cette façon d'utiliser des mots qui ne s'appliquent pas au réel que tout le monde peut voir. Quand il vient dire il nous menace sur le plan nucléaire, ben nous qu'est-ce qu'on fait? On a une force de dissuasion. Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est la destruction mutuellement assurée. Hein, les Russes ont dit si vous nous mettez en cause de façon existentielle, ben, bien évidemment. Vous serez morts, nous aussi, mais vous serez morts. Donc c'est ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre véritable, de grande guerre comme il y en a eu dans le passé. Il y a une guerre de haute intensité en Ukraine, c'est tout à fait incontestable. Mais je prends cet exemple pour montrer le cinéma qu'on nous inflige. Je l'ai entendu nous donner un cours de droit maritime. Non mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Les pétroliers fantômes. Hein, oui, les pétroliers fantômes. Les navires fantômes russes. On met des draps sur ces pétroliers. Fantômes, pourquoi? C'est-à-dire que ces pétroliers sont des pétroliers réguliers, avec naturellement, comme tout le monde, des pavillons de complaisance, mais qui ne sont pas assurés à Londres parce que l'Occident refuse qu'on les assure. Alors, ils s'assurent ailleurs. Hein, et ça, c'est fantôme. Donc, on essaie de leur interdire de circuler. Mais qu'on essaye. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait été arraisonné. C'est fabuleux. Il a été arraisonné à Saint-Nazaire par des militaires qui sont montés, masqués, etc. On nous a décrit ça dans les médias français. Et c'était, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, un pétrolier qui venait livrer pétrole à la France ou à l'Europe, je sais pas à qui, parce qu'il faut quand même rappeler que, et je reste 2 secondes sur ces pétroliers fantômes, c'est qu'ils servent aussi
à livrer ce que l'Europe continue à acheter. Oui. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est tellement ridicule. Alors, Alexandre l'a dit, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? À quoi sert cette mousse? L'invention, cette agitation, l'invention d'un conflit comme ça, l'escalade, la dramatisation, Alexandre le dit, c'est pour se protéger, parce que politiquement, et les trois principaux pays de la coalition des toxicos, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Ils ont et ils sont partis dans un processus. Donc on invente un adversaire et un ennemi de l'extérieur, et on veut combattre les ennemis de l'intérieur. Mais c'est une vieille histoire. Oui. Ça, c'est une vieille histoire. Donc regardez. Alors, ce qui s'est passé en Roumanie, regardez ce qui s'est passé en Moldavie. Oui. Je veux dire, c'est une farce, ces élections, et tout le monde, c'est magnifique, on a gagné l'Europe et tout. Je crois que le pire de la pathologie à laquelle on est confronté, c'est qu'ils finissent par croire à leurs mensonges, à leur propagande. Qu'on fasse de la propagande, qu'on fasse de la communication, ça fait partie du jeu. Il y a des affrontements, etc. C'est normal. Mais qu'on finisse par croire à ses propres mensonges, c'est une pathologie qui relève de la psychiatrie. Alors, les pétitions... oui, on a les pétitions lancées par Nathalie Loiseau. Mon Dieu Seigneur, hein, un concentré de niaiseries qu'on a laissé sur la liste sur la liste des européennes pour mettre Valérie Hayé à la place. Bon, c'est-à-dire qu'on est tombé, comme disaient mes enfants, de Caraïbes en syllabes. Et donc, non, mais c'est terrible. Alors, oui, je parlais de la Moldavie. Il y a des élections, parce que ça, c'est la caractéristique de ce système. Il y a des élections en République tchèque et le candidat populiste, vous savez, le méchant, est très haut dans les sondages. Il est tout à fait possible qu'il gagne. C'est les Russes. Ingérence russe, comme d'habitude, parce que quand on entend Emmanuel Macron, quand il parle des ingérences russes dans l'espace informationnel, vas-y, donne-nous les preuves, dis-nous ce qui se passe. Nathalie Loiseau donne deux noms, Ksenia Fedorova et Alexandre Orlov. J'allais y venir. Il s'agit de deux citoyens qui sont effectivement russes, qui sont régulièrement et légalement dans notre pays, un ancien ambassadeur qui vit en France parce qu'il aime notre pays, et une journaliste qui a été la patronne de RT France. Ces gens-là, ils ont des opinions. Pourquoi ils ne pourraient pas les exprimer? Parce que c'est ça qu'on ne veut pas. C'est ça qu'on ne veut pas. Donc on les traite d'espions. Ils ont espionné quoi? Ils ont volé quels secrets? Ils les ont transmis dans des petites valises et des microfilms, où, quand? Tout ça, c'est parfaitement insultant. Oui, et en plus, Régis, pardon, je vais aller dans votre sens. Permettez-moi, autant Ksenia Fedorova que Alexandre Orlov sont des gens connus qui sont sur la place publique, et donc en fait qui affirment de manière publique leurs opinions. Je veux dire, on n'est pas dans un secret. Là, tout est dit. On sait que Ksenia a une tendance à promouvoir, ou en tout cas à défendre la Russie sur certains points au moins, Alexandre Orlov également. Voilà, ça fait presque partie de leur fonction, puisque lui, il était ancien ambassadeur russe. Je veux dire, c'est quand même pas très étonnant. Non, mais attendez, mais c'est insupportable pour ces gens. Parce que dans ce qui est en train de se mettre en place, il y a une dérive autoritaire et liberticide. On sait très bien que la volonté de censure est totale. Comme on raconte n'importe quoi, qu'on baratine, qu'on invente des histoires de drones qui sont tombés, d'avions qui ont franchi on fait monter l'escalade. Il faut bien qu'il n'y ait pas de contradiction. C'est évident. Donc, c'est la censure. C'est la censure partout. Et là, on traite d'espions ceux qui ont une opinion. Et alors, ce sont probablement deux patriotes russes qui donnent leur point de vue, leur. Mais attention, je l'ai vu dans la presse au lendemain de la farce de Moldavie. C'est que toute la presse, tous les politiques, d'abord, ont acclamé cette formidable victoire de l'Europe, et deuxièmement, ont mis en avant que toute contradiction, toute réserve, c'est le relais des thèses du Kremlin. C'est le relais de la propagande Poutine. C'est absolument effarant. C'est absolument effarant. Et bientôt, ils prendront exactement, bien sûr, et vous l'avez déjà souligné, mais bientôt, ils prendront cet argument. En plus, ça nous a déjà été reproché
on va dire par certains bien émissaires, ils prendront cet argument pour fermer des chaînes d'information telles que la nôtre. Donc, et je vais prendre un petit exemple, oui. Clémence. Hein. Oui. J'ai une présidente de la Commission européenne qui se met un tailleur jaune et bleu, hein, et qui vient en disant les Russes se battent avec des pelles, enfin c'est pas elle qui l'a dit, ça c'était LCI, hein, et ils volent les machines à laver en Ukraine pour récupérer les puces. Oui. Je veux dire, si vous disiez, et si vous dites, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette ânerie ? Vous êtes poutinolâtre et vous relayez la propagande du Kremlin. On en est là. Alors, je termine là-dessus sur la manœuvre. Emmanuel Macron fait le kéké, il est martial, etc. Mais attendez, il a même pas de gouvernement. Bah, on y arrive, hein, vous êtes parfait. Il n'a même pas de gouvernement, il est là, il a un pays bloqué, un pays endetté qui est au bord de la tutelle du FMI, il a une situation économique effondrée. J'ai vu que, je ne l'ai pas encore lu, que Emmanuel Todd, sur son bouquin La défaite de l'Occident, pour une publication en Slovénie, a réécrit sa préface. Et il parle maintenant, je suis très content parce que c'est un terme que j'utilise depuis longtemps, il parle de la dislocation. Oui, hein, on a un Occident, alors naturellement on a des adversaires parce que les Chinois, les Russes, le Sud global, l'Amérique latine, les Africains ne sont pas mécontents de voir nos difficultés. Mais ces difficultés, c'est nous qui nous les auto-infligeons. C'est ça qui est dramatique. Et il faudrait qu'on trouve le moyen et les ressources pour mettre fin à cette plaisanterie, quoi. J'en profite pour dire à Emmanuel Todd qu'on aimerait beaucoup l'avoir ici à l'antenne. Hein. Comme il nous écoute tous les matins, je le rappelle. Et juste sur les espions russes, parce qu'on parle de ça, mais par contre, c'est bien ciblé, hein, les personnes qu'ils ont ciblées. Par exemple, les contrats russes d'Alexandre Benalla, avec l'Élysée, etc. Ça, c'est pas ciblé, par exemple. Non, parce qu'effectivement, vous voyez, c'est pour répondre à Régis, Macron a conscience des problèmes d'argent. Donc, quand c'est du financement, des financements occultes, des contrats litigieux, il n'y a pas de problème. Parce qu'on reste entre amis de la magouille. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si, du coup, Nathalie Loiseau a conscience que ça peut aller jusque-là ou pas. Je ne suis pas bien sûr. Oui. Bon, là, Alexandre, tu es mauvaise langue. Hein, concernant ces contrats, concernant toutes les magouilles de Benalla, la justice n'a rien trouvé. Oui. Parce qu'elle n'a rien cherché. Elle était occupée à condamner Sarkozy. Voilà, on voit une petite couche sur Sarkozy. Alors, parlons du gouvernement, justement. Je rappelle que Sébastien Lecornu, donc notre Premier ministre, hein, je rappelle. Et ministre des Armées. Oui, et ministre des Armées, pour ceux qui ne sauraient pas qui est notre Premier ministre, parce qu'évidemment, on ne le voit pas beaucoup. Il avait quand même annoncé qu'il nommerait son gouvernement d'ici vendredi. Bon, il se trouve que quand même, ça commence à se resserrer un peu le temps pour trouver un gouvernement. Alors, le Parisien a publié un article le 30 septembre dernier pour donner déjà un premier nom du gouvernement. Alors, il se trouve que les ministres sortants, d'après le Parisien, beaucoup de ministres sortants devraient rester en place. Donc, on a quand même toujours Bruno Retailleau. Vous êtes content, Régis, à l'intérieur. Toujours Gérald Darmanin. Vous êtes content, Alexandre Langlois à la justice. Jean-Noël Barrot, bon là on est tous ravis aux affaires étrangères, on aura toujours les petites vidéos de TikTok là où je sais pas quoi de Jean-Noël Barrot dans le train. Elisabeth Borne à l'éducation, même si elle a reconnu qu'elle n'y connaissait rien. Manuel Valls aux Outre-mer, Amélie de Montchalin au budget. Alors en ministre des Armées on aurait Benjamin Haddad qui est favori. Et à l'économie, Éric Bompard, sur le départ, devrait être remplacé par Roland Lescure. Je ne sais pas si vous avez des choses à nous dire sur ces personnages. Enfin, voilà. Donc on voit que ça change, mais vraiment pas du tout. Donc c'est intéressant. Et comme vous l'avez signalé également, Alexandre, on a donc des doubles postes, hein, notamment pour le Premier ministre, qui est encore ministre des Armées démissionnaire. Et ce qui fait qu'on est arrivé à un truc un peu particulier où notre Premier ministre a contresigné, le 29 septembre dernier, un décret du ministre des Armées, donc de lui-même, Sébastien Lecornu. Donc 2 signatures, une en tant que ministre des Armées, une en tant que Premier ministre. Et toujours pour rester un petit peu sur Sébastien Lecornu, après je vous donne tous la parole, le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale a déposé plainte contre donc, notre Premier ministre, l'accusant, vous savez, de se prévaloir de ce fameux master de droit public, alors qu'il n'avait pas validé sa 2e année de diplôme, à Assas d'ailleurs, donc la même école que moi. Et l'avocat, alors apparemment le Premier ministre a dit qu'il allait porter plainte contre le syndicat, la SNAPEN, pour dénonciation calomnieuse. C'est ce qu'il a fait savoir. Bon, on attend toujours de voir la plainte parce que bon, si c'est vrai, c'est vrai. Allez, Alexandre Langlois, on recommence avec vous.
Ce qui est bien, c'est qu'en fait, nous, on a un gouvernement. Avant, c'était des agences d'intérim pour savoir où ils plaçaient les gens. Maintenant, ils déplacent même plus les gens. Donc, c'est des joueurs de bonne taux. C'est regarder où on est. On est au même endroit. Voilà. Et les pigeons, c'est les Français. C'est une chaise musicale qui bouge. Voilà, maintenant, plus. on a même plus l'immobilisme est tel que on fait même plus semblant d'enlever. Parce que bien, ça fait quelques économies. Parce qu'à chaque fois qu'on change de ministre, il faut changer tous les en-têtes et les papiers. Donc, ça coûte très cher. Ouais. Non, mais je veux dire, dans un moment. Mais du coup, voilà, c'est le ridicule. Ça montre, par contre, une chose, c'est qu'ils servent vraiment à rien, en fait. Qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ils nous coûtent une blinde. Ils font leurs petits arrangements pour avoir travaillé quelques mois. Ils ont 10 ans d'avantage en tant que Premier ministre maintenant. Mais du coup, on aimerait bien avoir ça. Donc, du coup, voilà, à partir de maintenant, ce sera comme d'habitude. Voilà, la seule chose qui change, c'est qu'effectivement, il sera plus ministre des Armées quand il y aura un nouveau gouvernement. On se demande quand même à quoi ça servait de voter contre lui, finalement, parce que pour avoir le même gouvernement... On change juste quelqu'un qui sera le nouveau fusible dans une république où Emmanuel Macron a dit il n'y a pas de fusible. Voilà. Mais du coup, il y a peut-être. Donc, on garde la même équipe de gens très compétents parce que quelqu'un s'est pris un procès pour avoir dit bras cassés une fois. Donc, je ne voudrais pas me retrouver en procès avec de la prison avec sursis. C'était M. Cazeneuve à l'époque. Du coup, voilà. Donc, on ne change rien, on fait rien et on continue avec les mêmes. Ensuite, la deuxième chose, le petit diplôme et le procès, ça c'est rigolo. Une petite, donc effectivement. Franchement, tout le monde le fait dans leur gouvernement, je vois pas pourquoi lui pourrait pas le faire. Oui, non mais c'est ça, mais après c'est Je vous rappelle la très bonne émission avec Xavier Poussard et Régis, c'est sur le sujet, sur les différents mensonges de diplôme. Oui, alors c'est pas le plus grave des mensonges qu'ils ont fait, voilà. C'est anecdotique. Et la chose toute simple, quand on peut se tromper en politique, il y a certaines personnes qui arrivent et disent écoutez, en plus c'est facile, mon équipe de com, c'est mépris, j'avais commencé mes études, on n'en parle plus. Oui. Non. J'avais pas fini mon année, je suis allé travailler direct. Je suis allé travailler. Enfin, il y a toujours moyen de s'en tirer. Non, là, c'est juste l'arrogance et le mépris. C'est toujours pareil, c'est cette méthode. Il y a des possibilités de porte de sortie faciles où les gens peuvent pardonner en disant oui, j'ai fait une erreur, c'est mon équipe de com, on s'est mal compris. À la limite, c'est une façon de valoriser le fait qu'on n'est pas obligé de faire des longues études et on peut très bien s'arrêter avant, aller vers une voie pro, pourquoi pas. Donc il y avait plein de choses à faire, positives, et non, c'est juste on gomme en douce en espérant on va pas se faire griller, évidemment. On se fait griller et après. Mais il y aura pas de plainte, on est d'accord. Mais il peut déposer plainte, ils font tout ça. Hidalgo a pris la main dans le sac. Voilà, mais après, je laisserai Régis développer sur qui contrôle la justice et qu'est-ce que font la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice est réellement à faire ce qu'elle veut Donc, ils condamneront pas. Mais après, la question suivante, c'est que c'est un double côté. C'est qu'il y en a un, c'est dans le cadre de ses fonctions. Donc, normalement, je me retournerai par Régis pour confirmation, mais c'est Cour de justice de la République, parce que c'est pas un truc en dehors de ses fonctions. Donc, ça veut dire une justice particulière. Et si lui porte plainte, c'est juridiction classique. Donc, une fois de plus, c'est aussi ce double niveau où quand on attaque nos gens au pouvoir... Et il ne va pas être d'accord, là, Régis. Vous savez que là-dessus, oui, je sais bien, mais n'empêche qu'il y a quand même un double traitement différent. Et de fait, on n'est pas jugé au même endroit avec les mêmes personnes. Voilà. Quand ça arrive à la Cour de justice de la République, après, c'est des formations de députés, etc., entre copains, qui font leur petite bidouille entre eux. De l'autre côté, c'est les juges, c'est pas forcément mieux. Moi, je crois qu'en jury populaire, donc aucun des deux sera par un jury populaire, donc de toute façon. Mais c'est ce côté, de se dire, voilà, donc c'est plutôt que de se dire... on peut faire un truc positif, c'est non. Et derrière la défense, plutôt que de dire non, mais vous avez vu, ils avaient encore un moyen de dire on a effacé parce qu'on a fait une correction, par exemple. Non, on en attaque parce que vous êtes un menteur. Pour le coup, il y a toutes les preuves sur le tapis que c'est lui qui a menti, qui a triché. Et comme il n'a pas démenti, il s'enfonce dans son truc. Voilà, donc je laisse à Régis développer toute la partie juridique pour qu'on ait des fois des petits désaccords quand même. Non, on aura un désaccord, mais technique, concernant la Cour de justice de la République. La plainte qui a été déposée et l'avenir de cette plainte. Alors, premièrement, cette pantalonnade autour du gouvernement, bien sûr qu'on va retrouver les mêmes. Il y aura les petites magouilles, il y aura celui-là on le garde, oui, mais attention, parce qu'il y a le groupe, ils sont 4 députés, c'est quand même intéressant, etc., etc. C'est lamentable, jusqu'à la prochaine motion de censure. On a quand même Manuel Valls qui s'accroche, ça c'est quand même, quelle image. Oui, lui, il a dû être candidat en Moldavie, puis maintenant il revient avant d'être candidat en République tchèque. Enfin, le fait qu'on parle de cette espèce de catastrophe politique de Manuel Valls montre bien l'état de ce malheureux pays. Alors, concernant le Cornu, cette histoire de plainte, c'est très caractéristique de la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Attendez, il a utilisé une communication et en prétendant qu'il avait un master de droit public.
Je vous ai rappelé la dernière fois que j'ai enseigné à Paris 2, hein, ce master de droit public, mais pas à l'époque où il était étudiant. Mais le syndicat qui dépose une plainte, mais pourquoi faire? Le problème est un problème politique, il est déconsidéré. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui a essayé de se mettre en avant, hein, et de tromper les Français, c'est ça le problème. Donc il devrait avoir une sanction politique, la démission, la honte, le machin, le truc. Non. Ah non, le syndicat, on va voir les magistrats. Vous savez, les magistrats qui ont liquidé Fillon pour faire élire Macron, hein. Ah oui, eux, vous allez voir, hein, ils vont rendre la justice, c'est ça, ils vont rendre la justice. Moi, je suis excédé par cette façon de faire. C'est intéressant. Non, mais donc là, vous vous acharnez entre guillemets, enfin, vous vous concentrez plutôt sur le syndicat qui porte plainte plutôt que sur le mensonge de Le Cornu. Enfin, disons que c'est. Mais le syndicat qui porte plainte, vous n'avez pas autre chose à faire, essayer d'avoir plus d'adhérents, de vous battre, d'organiser des mouvements, d'obtenir des avantages pour les gens que vous représentez, plutôt que. Je rappelle que c'est le syndicat des agents publics de l'éducation nationale. Donc c'est vrai qu'on se dit agent public de l'éducation nationale. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est pour passer sur les plateaux, etc. C'est ce qu'est devenu le syndicalisme en France. C'est lamentable. Non, je trouve ça totalement grotesque. Et puis on ne fait pas de politique par juge interposé. On mène ses combats. Oui. Hein, et de façon très offensive. Et ce gouvernement le mérite. Oui. Alors, 2 petites précisions juridico-juridiques, mon cher Alexandre. Oui. Premièrement, est-ce que la juridiction compétente, si cette plainte se poursuivait, ce que personnellement je ne crois pas, viendrait devant la Cour de justice de la République? Non, parce que il s'est bâti un faux CV, pas en tant que Premier ministre, en tant que ministre, en tant qu'homme politique. Il est élu, lui, hein, c'est la différence avec Macron, il a été élu avant, etc. Donc c'est parfaitement détachable, si tant est qu'il y ait une faute pénale, c'est parfaitement détachable de la fonction de ministre, et par conséquent, ce seraient les tribunaux ordinaires. Je voudrais également donner une précision concernant ces menaces, ces chantages. Hein, celui que Madame Hidalgo a fait, parce qu'il y a une association qui a, après elle les a fait condamner pour affichage sauvage, hein, ce qui montre bien qui est cette personne. Mais j'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est stupide, et personne pour venir dire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quoi la dénonciation calomnieuse? Si vous déposez une plainte contre quelqu'un et qu'il y a une procédure, il faut qu'il y ait une procédure. Hein, faut qu'il y ait une procédure. Et déjà, pour qu'il y ait une et que cette procédure aboutit à une mise hors de cause, non-lieu, relax, etc., à ce moment-là, vous pouvez enclencher une procédure de dénonciation calomnieuse. Donc, vous devez prouver, comme contre Candace Owens, vous devez montrer que lorsque vous avez lancé cette procédure, il y avait une intention maligne et que vous saviez que ce que vous lui reprochiez à la personne était faux. D'accord ? Hein, je peux vous dire que moi j'en ai vu passer des procédures pour dénonciation calomnieuse. C'est rarissime que les tribunaux les prononcent, parce que c'est ça. Je dépose une plainte parce que mon voisin m'a collé son poing dans la figure. Hein, il est relaxé parce que j'ai pas de preuves. C'était parole contre parole, mais je vais pas être condamné pour dénonciation calomnieuse parce que le tribunal va dire, écoutez, on ne peut pas prouver que lorsque vous avez déposé cette plainte, vous saviez qu'il ne vous avait pas frappé. Vous voyez le processus. Hein. Donc ça renvoie à cette espèce de façon délétère de faire de la politique. Hein. On s'envoie les plaintes, etc. On dit n'importe quoi, et dans un pays à faible culture juridique, ça marche. Non, cette plainte du syndicat, je la trouve grotesque. Je vais réagir pour voir Combattez ce Premier ministre. Réagissez, mais pas trop, parce qu'on a plein de sujets. Juste rapidement, mais pour une fois, on a un petit désaccord avec Régis, j'en profite. Mais sur la plainte du syndicat, ils se sont battus pour la dévalorisation des diplômes, en disant, voilà. Et en fait, ce gouvernement n'est pas à son coup d'essai. On a eu Gabriel Attal, Premier ministre, qui a eu son diplôme dans une pochette surprise. On lui a donné alors qu'il n'a même pas validé ses examens. Donc ça peut aussi ouvrir un débat en se disant, est-ce que les diplômes en France, on veut qu'ils sanctionnent un niveau d'études et un petit peu, et pas un truc où on a fait, on donne le bac à tout le monde, par exemple, on donne des diplômes au rabais
rabais pour Gabriel Attal. Et puis à la fin, on ment sur les diplômes. Si on veut que ce soit quelque chose qui reste avec un sens, peut-être que la plainte peut avoir amené un débat plus large. Voilà, c'était juste sur ce côté-là. Est-ce que je peux répondre à votre place? Regardez, Régis. Il n'aura pas lieu. Ouais. On va aller devant une. D'abord, il va y avoir. Ça va prendre 3 ou 4 ans, hein, parce qu'ils sont pas pressés. Hein. Sarkozy, ça a pris 20 ans, la Libye. Hein. Donc, dans 20 ans, on reparle du diplôme de. Mais c'est pas sérieux. On n'a pas autre chose à faire que ça. Ah, ça, si. Hein. Voilà. Quant à la dévalorisation des diplômes, je ne veux pas faire mienne la fameuse maxime de Charles Pasqua. Hein. Les mensonges politiques n'engagent que ceux à qui ils sont faits. Hein. Bon, donc c'est un mensonge de propagande politique, oui. Eh ben, je trouve ça déshonorant. Je suis parfaitement d'accord. Hein. Je trouve ça tout à fait déshonorant. Hein. Mais je dois dire que je n'avais pas une opinion extraordinaire de ce monsieur Lecornu. Quant à Gabriel Attal, mais c'est un imposteur. Tout le monde le sait depuis le début. Oui. Je lisais quelque chose. Il n'est jamais sorti de 2 arrondissements de Paris. Oui. C'est ça, sa seule expérience du monde. Bon, voilà. Non. Et on a aussi des questionnements sur les diplômes d'Emmanuel Macron. Donc de toute façon, c'est une tendance qui est donnée par notre président. Oui. Mais bien sûr, mais bon, ça. Et puis, si vous voulez les diplômes, je suis favorable aux diplômes. Ils sanctionnent des études, hein, ils permettent, parce qu'il y a des professions réglementées. Pour être avocat, il faut avoir des diplômes juridiques, évidemment. Il faut passer un examen. Donc, il faut avoir le CAPA, hein, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, que j'ai eu il y a 53 ans. C'est loin, c'est loin. Hein, mais faut faire attention à ça aussi. On peut parfaitement être brillant sans avoir eu un cursus. Et puis, je connais beaucoup de gens, hein, qui ont des diplômes formidables. Hein, je sais pas. Je prends juste un exemple. Je connais beaucoup d'énarques qui sont des imbéciles. Hein. Oui. Ah, mais comme disait un copain, et beaucoup qui ne sont pas du tout allés jusqu'à un master 2 et qui sont absolument brillantissimes. Donc, on en a nous ici d'ailleurs. Hein. Je pense par exemple à Valentin Schirmer. Qui a arrêté ses études pour rester avec nous, bah écoutez, il a bien fait, parce que nous, on est contents, et je pense mais il est hyper fort en vélo. En plus. Ouais. Alors, attendez, on a plein de sujets. Non, c'est fini. Non, c'est fini, c'est un problème. Il nous reste 5 minutes. C'est vous qui vouliez absolument parler de Paul Watson. Alors, en plus. Mais pour la peine, on va commencer par Gérard Miller, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis, je voudrais surtout vous faire écouter un extrait qui est intéressant. Alors, avant de faire écouter l'extrait, je rappelle que Gérard Miller, c'est un psychanalyste, également, évidemment, figure médiatique bien connue, qu'on a vu sur beaucoup de plateaux télé pendant très longtemps, et que le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour viol, agression sexuelle le 23 février 2024. Et là, en ce moment, et depuis mardi, il est entendu dans les locaux de la brigade de protection des mineurs de la justice judiciaire parisienne, et donc accusé de viol et d'agression sexuelle sur une dizaine de femmes. Mais il y a quand même plus d'une 60aine de femmes, hein, qui ont évoqué des viols ou agressions sexuelles. Dans la plupart des cas, sous hypnose. Et justement, 2 choses. Je vais vous proposer d'écouter un extrait où il parle de cette hypnose. Et préciser tout de suite que Gérard Miller, en février 2024, avait réagi donc, à ces attaques qui étaient faites contre lui, à ces plaintes ou à ces accusations plutôt. Et il avait dit, c'est Alain Soral. Depuis 6 ans, Alain Soral m'accuse sur les réseaux sociaux d'avoir abusé d'une femme endormie sous hypnose. Je n'ai jamais ni été entendu, ni été convoqué. C'est n'importe quoi, etc. Mais en gros, c'était de la faute d'Alain Soral, d'une façon de se dédouaner. Allez, Régis, je commence par vous. Bon, j'ai toujours considéré que ce garçon était un pitre. Un pitre germano-pratin, médiatique, prenant des fausses positions de gauche, etc., m'intéressant assez peu. Surtout que pour ce qui me concerne, je suis, pas opposé, mais je suis à psychanalyse. Hein, donc j'ai toujours considéré que c'était du charlatanisme, et donc ça ne m'intéressait pas beaucoup. Ce que je note quand même, c'est que ces gens-là ont eu pignon sur rue pendant des années et des années pour d'ailleurs être les interprètes de la bien-pensance. Et puis on se passe les nerfs sur eux lorsqu'ils ont, ce sont des boomers, hein, lorsqu'ils ont atteint un âge canonique. C'est ce qui se passe actuellement avec Miller. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà, j'aime pas ça. Bon, alors je dis qu'il est âgé, mais on n'aurait pas pu s'en apercevoir avant tous les reproches qu'on lui fait. Et ensuite, pardon.
Je rappelle aussi que l'abbé Pierre, on a attendu qu'il soit mort pour tout d'un coup. Alors, ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est que, si vous voulez, en matière judiciaire, il y a ce qu'on appelle la prescription. C'est-à-dire que lorsqu'on a commis un acte, si on n'est pas jugé dans un certain délai, enfin, si on n'est pas poursuivi dans un certain délai, on ne peut plus l'être. Une des raisons de l'existence de la prescription, c'est que ça devient anachronique. C'est qu'on va juger avec la morale d'aujourd'hui des faits qui se sont passés avec une morale totalement différente il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc ça, moi, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux, je ne sais pas du tout ce qu'il faisait, je ne sais pas du tout ce qu'étaient les rapports, mais par exemple, la définition du viol, la définition pénale, et judiciaire, parce qu'il y a la jurisprudence, le viol conjugal, etc. Aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai connu moi quand j'ai commencé ma carrière d'avocat, ça n'a rien à voir. Bon, donc ça me gêne cette façon de rouvrir des vieilles marmites comme ça. Je ne suis pas fanat du tout et je m'en désintéresse, pour tout dire. Oui. Ok. Alors en plus, décidément, vous êtes deux parce que Alexandre Langlois, il va pas prendre la défense de Gérard Miller, mais vous allez quand même nous rappeler qu'il a été présent pour vous, en tout cas. Oui, tout à fait. C'est que c'est toujours pareil, c'est amusant après les choses. C'est en 2022, mon conseil de discipline, il parle sur LCI, il dit bah tiens, il y a un syndicat de police qui défend des choses un petit peu différentes de ce qu'on entend. Et du coup, moi, je passais en conseil de discipline et en enquête aussi administrative à l'époque devant l'IGPN. Et puis, on me dit, tiens, ce sera rigolo de l'inviter pour voir ce que ça donne. Et il a répondu tout de suite, il était présent. Et du coup, ce qui était rigolo sur place à l'IGPN, la première fois, j'étais avec deux personnes qui me voulaient beaucoup de mal, qui ont fait des caviardages, enfin n'importe quoi. Et quand ils ont su que c'était Gérard Miller qui m'accompagnait, ils ont changé les fonctionnaires qui devaient m'auditionner. Et puis, on a été reçus avec le petit café, ambiance cordiale, etc. Et le jour du conseil de discipline également, il m'avait accompagné avec deux autres personnes, et du coup il avait posé par contre il a une finesse rhétorique incroyable, il avait renvoyé dans ses buts le président et le conseil de discipline qui agissaient sur ordre de Darmanin. Ensuite, par contre, deuxième chose, donc ça c'est le côté où effectivement des fois il prend des positions et il réagit derrière en cohérence par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas été du tout pénible à joindre et à venir se porter garant et me défendre. La deuxième chose derrière, c'est que par contre à l'époque on m'a dit méfie-toi quand même, il y a des soupçons qui planent autour de lui sur des accusations d'agression sexuelle, etc. Déjà. On était quelle année? On était vers 2022. Ah ouais, donc avant l'ouverture de l'enquête, deux ans avant. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des dossiers qui ne le font pas sortir tout de suite. Moi, à l'époque, j'ai dit, écoutez, moi, tant que personne n'est condamné, il n'y a rien qui sort. Moi, je n'ai pas à venir dans les cuisines, etc., de savoir ce qui se passe. S'il est condamné après, maintenant, la justice va faire son travail. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi des pressions sur ces personnes qui souhaitaient porter plainte? On rappelle que c'était quelqu'un qui était quand même, qui avait pignon sur rue, qui était tout le temps invité sur les plateaux, invité par Laurent Ruquier. Enfin, il y a aussi ça quand même. Il y a deux choses, c'est que si jamais, par exemple, il peut faire des bonnes actions, mais après là, c'est là où la justice va pouvoir travailler et faire son travail, et lui va pouvoir s'expliquer, la justice va pouvoir répondre, les enquêteurs vont pouvoir amener, les personnes plaignantes vont pouvoir amener ce qu'elles ont à dire, et puis après, ce sera tranché. Tout va être déballé sur la place publique, ce sera pas très propre, ce sera pas très beau, mais au moins, à la fin, si la personne a commis des actes criminels ou délictuels, qu'elle puisse être sanctionnée. Jusque-là, ça me semble logique. Mais du coup, après, la question, c'est pourquoi on attend toujours, qu'on cache les trucs. Voilà. Mais après, avec ce gouvernement, je rappelle que nous avons un ministre de la Justice qui a pu passer à travers les gouttes sur des affaires d'agression sexuelle, etc., contre des petits appartements, parce qu'il y avait prescription, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Donc, on a un gouvernement assez... je veux dire qu'il laisse passer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je vais aller dans votre sens aussi, Régis de Castelnau. En fait, et d'ailleurs, moi, c'est une amie psy qui m'a parlé de ça. Donc, comme quoi, même elle le constate. Elle dit le problème, c'est qu'on a tout mélangé, notamment avec l'affaire MeToo, où en fait, on mélange un type un peu lourdeau, machin, avec des trucs qui sont vraiment graves, des véritables attaques de viol, et que, en fait, à force de faire de la communication sur des choses qui ne sont pas judiciables, on finit par desservir les véritables plaintes pour ce genre de problème-là. Donc, en fait, on dessert les vraies victimes. Il y a deux choses. C'est qu'il y a, par exemple, avec MeToo, il y a eu une explosion de plaintes pour agression sexuelle. Donc, des gens ont dit en France, ça a explosé depuis qu'il y a Macron au pouvoir. Non, c'est parce qu'il y a eu l'affaire MeToo, une libéralisation de la parole. Par contre, il y a la deuxième chose aussi, avec un effet pervers qu'il peut y avoir, c'est que certaines personnes, donc
la justice tranchera, mais c'est une possibilité également dans l'autre sens. Donc il y a des victimes qui n'ont pas été prises en compte parce qu'effectivement il y a le pouvoir médiatique, etc. Mais à l'inverse, il y a des gens qui peuvent se dire maintenant il y a MeToo, on libère la parole. Peut-être qu'il y a un petit billet à se faire en accusant quelqu'un qu'on a connu et qu'il y a eu des choses. Donc en fait, il y a les deux choses. Et donc, par contre, la chose qui est dramatique, c'est que quelle que soit la personne, qu'elle soit coupable ou innocente, en général, la presse va se saisir du dossier, en parler. Si la personne est coupable, eh bien évidemment, là, la presse va finir d'achever la personne et de l'enterrer. Mais si la personne est innocente à la fin, ça fera 2 lignes et on n'en parlera plus. C'est foutu, évidemment. Donc, cette personne a sa vie foutue. Il y a toujours ce côté-là. Donc, ce qui est bien, c'est que la justice puisse prendre le temps de faire ça, mais d'analyser tous les côtés. Et savoir pourquoi ça sort maintenant aussi. Oui, et il y a toujours ça, parce que comme là, je laisse Régis une justice politique, c'est pourquoi j'en sais rien, là, moi, je ne suis pas dans le. À votre avis, pourquoi, Régis pourquoi ça sort maintenant sur Gérard Miller? Parce qu'il est affaibli. Alexandre a dit une chose très juste. C'était une puissance médiatico-politique. C'était une puissance médiatico-politique. Et d'ailleurs, c'est clair. Moi, écoutez, j'ai eu une vie où la part politique était importante. D'abord, j'ai eu des engagements, puis ensuite, je dirigeais un cabinet qui travaillait avec la sphère publique, les collectivités locales, les sociétés d'État. Et donc, les politiques, en général, ont un pouvoir et ont aussi une séduction particulière, donc dont ils usent et abusent. C'est parfaitement exact. C'est pour ça que moi, en ce qui concerne MeToo, j'étais pas défavorable au mouvement MeToo, aux formes qu'il a pu prendre, avec des accusations nominatives, etc. Mais MeToo, c'est-à-dire que c'était une tentative de changer l'image et le statut de la femme dans le regard des hommes. Parce que moi, j'ai vu les choses évoluer, effectivement. Donc, c'est bien. Il y a eu des progrès de ce point de vue. Les femmes sont plus respectées. En dehors de gros bourrins, je veux dire, dans les rapports humains, les choses ont évolué. Il y a encore du travail. Mais le problème, c'est que on a tout mélangé aussi, et je vais utiliser des termes qui vont vous faire sourire, ma chère Clémence. Quand je suis arrivé dans le métier, le viol, c'était expression latine gladius in vaginam. Bon, c'était ça. Il fallait qu'il y ait cette pénétration-là. Après, on a dit non, pénétration d'autres formes, etc. Et c'est devenu, c'est-à-dire que ça s'est complètement élargi et la frontière déjà entre viol et agression sexuelle est devenue extrêmement poreuse, et la frontière entre agression sexuelle et je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, les messages, les mots, les hommes qui sifflent, etc., sont devenus là aussi des agressions sexuelles. Donc, malheureusement, c'était des progrès qui étaient indispensables, mais ils se sont accomplis. Ils se sont accomplis dans une société de la communication et avec des dégâts assez importants, parce que lorsque vous êtes accusé de ça, c'est la mort sociale. Alexandre l'a dit, le jour où vous êtes mis hors de cause, le port personne n'en parle. Oui, bien sûr, c'est ça, c'est absolument terrible. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais on va s'arrêter là, chers amis, parce qu'on a d'autres invités derrière. André Berkoff qui arrive. Vous avez voté sur toxin-media.fr/nous. Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous pour pouvoir dire quel projet vous souhaitez soutenir? Je vous rappelle qu'on a 7 projets là, en projet justement. André Berkoff pour sa quotidienne, l'émission historique d'Éric Branca, l'URIC, les projets, les grands débats qu'on n'a pas, nous, avec le gouvernement, eh bien, on les propose sur Toxin. On a l'émission humoristique de Thomas Sérafine et de sa bande. Et puis, on a l'application, le site, le magazine et Toxin près de chez vous. C'est-à-dire grand reportage où on vient près de chez vous et on va parler des problèmes concrets des uns et des autres. Et puis surtout, on se rencontre, ce qui peut être absolument génial. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont ouverts. Là, vous allez voter, vous nous dites lesquels vous voulez en priorité. Et surtout, vous nous soutenez pour tous ces projets. Et pour ça, on a besoin de vous sur toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Puis j'en profite de vous avoir, je vais vous montrer le studio de Toxin où je travaille tous les jours. Bon, il y a encore mes feuilles, Donc voilà, mes petites, vous voyez, pour le moment, on a bien progressé parce qu'on a repeint la table en orange, on a mis des rideaux et c'est beaucoup mieux quand même. Et vous voyez qu'on a une jolie vue avec des arbres. Voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle, toxin-media.fr/nous. Aidez-nous, c'est maintenant, si vous voulez qu'on continue d'exister et qu'on porte de nouveaux projets. C'est tout de suite maintenant que ça se joue, c'est cette campagne aujourd'hui. toxin-media.fr/nous.